en fonction du contexte, en fonction des contextes, en fonction des pays et en fonction aussi des difficultés. Voilà, ici, on a pensé comme meilleure définition qu'une fausse couche est une impulsion spontanée ou naturelle d'un embryon ou d'un fœtus avant qu'il ne soit viable. J'explique. Quand on dit embryon, ça veut dire qu'un embryon, c'est, c'est, c'est ce qui est dans le sac gestationnel après l'implantation, après la nidation de l'œuf dans l'utérus. Il y a d'abord un sac qui se forme, après il y a un embryon. C'est cet embryon-là qui se transforme en fœtus. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une fausse couche avant que l'embryon se transforme en fœtus et on peut aussi avoir une fausse couche quand c'est déjà un fœtus. Voilà. Et elle survient généralement chez 15 à 20% des femmes. Vous voyez qu'en fonction du pourcentage, c'est déjà assez élevé. Et avant 20 semaines d'aménorrhée. Les semaines d'aménorrhée, là, on peut les compter à partir de la date des dernières règles. Donc, par exemple, si une femme a vu ses règles le 20 janvier et que le 20 février, elle ne voit plus ses règles après un rapport sexuel non protégé et qu'elle fait un test de grossesse positif, on va compter sa grossesse à partir du 20 janvier. Voilà, c'est ça les semaines d'aménorrhée. Semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire que les semaines durant lesquelles elle n'a pas vu ses règles. C'est ça qu'on appelle aménorrhée, quand on ne voit pas les règles. Voilà, c'est ça déjà la base de la définition. Et on va parler des causes. En ce qui concerne les causes des fausses couches, les causes, ce sont les causes que les praticiens ont fait des études, ils ont trouvé quelques causes, mais les causes des causes sont vraiment, vraiment, vraiment inconnues. Mais la plus grande partie des fausses couches sont causées par les malformations génétiques, c'est-à-dire au niveau des croisements génétiques, quand il y a formation de l'embryon et des divisions là, il y a un mauvais croisement. C'est ça qui donne un œuf qui n'est pas viable, c'est-à-dire, et cet œuf-là, généralement, ça ne dépasse pas les 12 semaines. Ça va s'expulser de façon spontanée, de façon naturelle. Et je veux aussi parler ici de faire la différence entre fausse couche et avortement. Voilà, parce que les gens confondent un peu fausse couche et avortement. C'est vrai que dans fausse couche, on a perdu le bébé, avortement aussi, on a perdu le bébé. Mais la différence, c'est que un avortement volontaire, on a enlevé le bébé. Le bébé, c'est-à-dire la femme a décidé d'enlever le bébé qui n'est pas désiré. Ça, c'est la différence des fausses couches. Les fausses couches sont naturelles et spontanées. Ce n'est pas provoqué. Voilà. Et il y a aussi une cause qui est l'âge. Les femmes qui prennent leur première grossesse, les prémis pas âgées, c'est-à-dire une femme qui prend sa première grossesse après 35 ans. Voilà, c'est une cause de fausse couche aussi. Voilà, une femme qui a déjà fait plus de 3 fausses couches, c'est-à-dire elle a fait une première fausse couche, deuxième grossesse, troisième, jusqu'à 3 fausses couches. Elles sont susceptibles de faire une fausse couche encore. Parce que les fausses couches, ça peut récidiver. Voilà. Les femmes qui se droguent, qui prennent les excitants, les femmes qui fument, les femmes alcooliques qui prennent beaucoup d'alcool aussi, ça peut entraîner les fausses couches. Voilà. Et on peut parler aussi, on peut voir aussi les traumatismes parce que c'est un peu négligé, mais pourtant, dans les foyers où il y a trop de brutalité, là, ça peut entraîner les fausses couches, les accidents. Ça, ces fausses couches dues aux violences là sont très brutes parce que la femme saigne beaucoup. Voilà. On va parler aussi des femmes diabétiques ou hypertendues, les femmes obèses. Les femmes obèses sont plus susceptibles de faire des fausses couches. Voilà. Et les IVG. Ici, là, les IVG, là, ce sont les interruptions volontaires de grossesse. Pourquoi moi je parle d'IVG? Les IVG, ce sont les grossesses interrompues volontairement. Et comme on le sait tous, la plupart du temps, ça ne se fait pas dans les... Et quand ce sont des conditions aseptiques, le suivi aussi, une IVG qui est une interruption volontaire de grossesse, elle a besoin d'un suivi, que ce soit thérapeutique ou pas. Elle a besoin d'un suivi. Et si, elle n'a pas, et si le suivi n'est pas bon, ça peut entraver les grossesses précédentes. Et même, même si ça n'entrave pas la grossesse précédente, ça peut créer des fausses couches. Par exemple, si elle fait des synéchies utérines, si elle ne prend pas bien les antibiotiques, elle peut avoir des infections qui peuvent entraîner des salpingites. Les salpingites, c'est l'infection au niveau des... Les synéchies utérines, c'est quand les deux parois de l'utérus s'accolent. Et quand les deux parois de l'utérus s'accolent, c'est difficile d'avoir une grossesse. Et ça aussi, ça peut se traiter par des cures
les cures de synéchie, c'est-à-dire une intervention qui permet de décoller les parois de l'utérus là, et suivi d'un bon traitement pour que ça marche. Et même si les parois de l'utérus ne sont pas collées, elle peut faire une infection qui va entraîner, qui va infecter les trompes. Et quand les trompes sont infectées aussi, ça peut entraîner aussi des fausses couches. Voilà. Donc, c'était un peu ça, la cause. Sinon, il y a beaucoup de causes. Donc, on a essayé de prendre cela aussi pour faire un petit bilan. Voilà. Et si on part aux précautions à prendre pour éviter les fausses couches là, les précautions à prendre, si ce sont les fausses couches causées par des problèmes génétiques là, c'est très difficile de les empêcher parce que ça ne dépend pas de nous. Ça, c'est au niveau génétique, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Et il faut aussi, quand une femme est enceinte, il faut qu'on attire les femmes enceintes sur les signes de danger de la grossesse. Parce que une fausse couche, il y a souvent les signes prémonitoires, qui sont souvent les douleurs pelviennes, les saignements, un écoulement d'un liquide. Peut-être que c'est un œuf clair. Voilà, il faut qu'elle soit attentive sur ces différents signes-là pour pouvoir venir consulter tôt. Par exemple, il y a, on peut détecter peut-être un décollement trophoblastique. C'est-à-dire, le décollement trophoblastique, c'est quand peut-être le sac embryonnaire est en train de se décoller de la paroi utérine. On peut le traiter. Voilà. Un début de décollement du sac embryonnaire, là, on peut, si c'est détecté tôt, tu as des petites douleurs, bien des petits saignements là, tu viens, on peut traiter ça. Et ça se recolle carrément et tu prends, ta grossesse peut évoluer normalement jusqu'à terme sans problème. Voilà. Donc, pour vraiment éviter ça, à part les problèmes génétiques là, il faut vraiment être très, 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 très minutieux sur les différents signes de danger de la grossesse, les saignements, les douleurs pelviennes intenses, une fièvre intense qui ne cède pas, l'écoulement des liquides au niveau vaginal, là, ça peut être la poche des os. Voilà, ce sont les signes aussi des fausses couches. Voilà, il faut être très attentif à ça. Sinon, on ne peut vraiment pas prévenir les fausses couches. C'est un truc qui se fait vraiment, c'est vraiment, quand on dit c'est spontané, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment prévenir. Mais la meilleure façon de prévenir, c'est de connaître les signes de danger de la grossesse et de se rendre au centre de santé dès qu'il y a un petit signe, ne pas attendre. Voilà, parce que je vous ai dit, il y a les débuts de fausses couches qu'on traite qui évoluent normalement jusqu'à terme. Voilà. Il y a des produits qu'on donne, la femme, le repos, on va lui donner des utrogestants, elle va prendre et puis elle peut aller jusqu'à terminer dans sa grossesse. Voilà. C'était un peu ça que je voulais partager. Ça a l'air banal, mais c'est très, très, très important. On peut éviter beaucoup de fausses couches si on connaît certaines choses. Voilà, on peut éviter beaucoup de fausses couches. Donc, c'était un peu ça. S'il y a quelqu'un qui a une expérience à partager, on va prendre, s'il y a des questions, on va essayer d'échanger pour voir si on satisfait la personne. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vous en prie. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir. Souvent, il y a des femmes qui perdent leur enfant pendant la grossesse dans le ventre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fausse couche comme ça? À combien de mois? À terme? D'autres sont souvent à terme hein, et d'autres, je ne sais pas quel est le mois exact, mais souvent j'entends qu'il y a des femmes qui ont perdu le bébé dans le ventre. Oui, ça là, on appelle ça les ROM. Rétention, ROM là qui veut dire rétention d'œuf mort. Rétention d'œuf mort, c'est généralement quand la grossesse dépasse les 6 mois, ça peut arriver. C'est plus généralement chez les femmes hypertendues et chez les femmes diabétiques. Voilà, généralement, c'est dans ces tableaux-là. Généralement, ça peut arriver aussi dans d'autres conseils, mais là, le plus souvent, quand on a les ROM, les rétentions d'œufs morts, là, à plus de 6 mois de grossesse, là, c'est les femmes hypertendues et les femmes diabétiques. Ça arrive parce que vous savez que l'hypertension, elle peut faire une éclampsie. Et quand une femme a une éclampsie et qu'on sent, on ausculte la femme et qu'il n'y a plus on sent que l'enfant ne vit plus, c'est la vie de la femme qu'on veut sauver. Dans tout cas de figure, quand une femme enceinte, quel que soit son mois de grossesse, quand il y a un problème, qu'elle a un problème de santé qui peut entraver sa vie, on cherche à sauver la maman. La maman est prioritaire. Voilà, la maman est prioritaire. Même si l'enfant vit, en tout cas, on va chercher à sauver la maman. Si pour sauver la maman, l'enfant doit partir, on préfère que l'enfant parte parce que l'enfant ne le connaît pas. La maman, elle peut vivre et puis accoucher un autre enfant.
Donc, dans tout cas de figure, la vie de la maman est prioritaire. Voilà, c'est un peu ça. Mariam, Rachel, vous voulez intervenir? Bon, à nous aller. Bon, J'ai une question. Bonsoir. non, moi, j'ai pas de question. D'accord. Oui, Rachel, tu as une question? Oui, bonsoir à toutes. J'ai une question. D'accord. Oui. J'aimerais savoir, par exemple, les femmes qui aiment utiliser les tisanes, en fait, vu qu'on n'a pas une posologie exacte, est-ce que ça peut entraîner des fausses couches? Les tisanes, là, dans quel but? Non, genre pour des cures, par exemple, la artémisia, quand tu es enceinte, est-ce que tu peux l'utiliser pour faire des cures, pour prévenir le palu, ou bien sirop d'oubar? Ok. En fait, pour cela, déjà, même les tisanes chez une femme enceinte, c'est pas bon. Quelles que soient les tisanes, même les médicaments qu'une femme enceinte doit prendre, doivent être des médicaments prescrits par un agent de santé. Une femme enceinte n'est pas susceptible de prendre les médicaments au hasard. Déjà, même artémisia, c'est vrai qu'on traite aussi le palu chez les femmes avec l'artémisine, mais ça, c'est à des doses vraiment calculées et à un rythme aussi calculé. Voilà, donc vraiment, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé de prendre même une femme qui n'est pas enceinte. Parce que les tisanes, là, on ne connaît pas le dosage. On ne connaît pas le dosage au niveau rénal. Et puis encore, chez une femme enceinte qui est vulnérable, qui est sensible. Voilà. Quel que soit le mois de la grossesse, c'est pas, je crois que pour moi, en tout cas, c'est pas conseillé. C'est toujours mieux d'interpeller un agent de santé, un spécialiste pour avoir pour avoir son avis, quoi. Et le palu, même le traitement de palu, même chez les femmes, c'est pas parce qu'on fait la fièvre qu'on fait le palu. C'est pas parce qu'on a les courbatures qu'on fait le palu. Non. Tout ça, une femme enceinte peut avoir tous ces signes-là sans avoir le palu. Ce n'est qu'un examen clinique, un examen sans médicaments, et on ne peut pas donner les médicaments au hasard. Voilà comment chez une femme enceinte. Allô? Allô? Oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie, je vous en prie. Il n'y a pas une autre question, il n'y a pas une autre préoccupation? Ok, moi, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Euh, je voulais que vous me parlez un peu de cerclage, là. Le cerclage. Oui. Oh, comment tu veux savoir ce que c'est? Voilà, ce que Bien, tu veux c'est savoir exactement. comment ça se Ouais, passe. ce que c'est exactement et qu'est-ce Voilà, qui provoque ça? voilà, ok, merci. C'est une très bonne question même en rapport avec notre thème. En fait, D'accord. le cerclage, c'est une petite intervention qui permet de resserrer le col de la femme, surtout chez les femmes qui ont fait plusieurs fausses couches et qu'on a investigué, on a trouvé que son col est court. Voilà, généralement, les femmes qui ont un col court font les fausses couches, c'est-à-dire elles font aussi, ou elles font des fausses couches, ou elles font des accouchements prématurés. Voilà. Généralement, quand on voit les cerclages, ce sont les femmes qui ont fait plusieurs fausses couches ou bien les femmes qui ont fait beaucoup d'accouchements prématurés. On constate que le col est court, donc ça s'ouvre vite, ça s'ouvre facilement. Quand l'enfant atteint déjà un certain poids, le col a tendance à s'ouvrir. Voilà, c'est une petite intervention qu'on fait pour serrer, voilà, et ça se fait généralement avant les 14 semaines de la grossesse, au premier trimestre, avant les 14 semaines de la grossesse, parce que à partir du deuxième trimestre, il y a déjà
le placenta, il y a la poche des os qui se forme déjà. Si ça se forme déjà, c'est très, très difficile. Et ce n'est même pas conseillé de faire le sécage parce que pendant l'intervention, on peut percer la poche et qui est déjà très grand danger parce que ça a un risque d'infection pour la mère et pour le bébé. Donc, on le fait généralement avant les 13 ou 14 semaines d'aménorrhée. D'autres, même si ça a dépassé 12 semaines, il ne fait plus. Là, ça dépend des gynécologues. Mais 14 semaines, là, c'est le maximum. Voilà. Donc, on le fait avant que la poche des os là, se forme. Si ça se forme déjà pendant l'intervention, si on rompt ça, c'est un autre problème. D'autres grossesses même ne survivent pas après cette intervention. Voilà. Généralement, ce sont les femmes qui ont un col faible. Voilà. C'est ça, le cerclage. Et on le retire vers les 36 semaines d'aménorrhée. Voilà, pour permettre à la femme de préparer le col pour l'accouchement. Parce que 36 semaines d'aménorrhée, même à 37 semaines d'aménorrhée déjà, même si ça s'ouvre, il n'y a pas de problème, elle peut accoucher. Généralement, on fait le décerclage à 36 semaines d'aménorrhée pour permettre aussi au col de se préparer pour l'accouchement et tout. C'est ça le cerclage. Ok, merci bien. Alors, Hmm, non, je vous en prie. ok. J'ai une deuxième question. Oui, je vous écoute. Voilà, par exemple, lorsque la grossesse atteint généralement 7 mois et qu'on dit que ça Mhm, menace, mhm. c'est lié à quoi généralement? Ça menace, ça menace. Il y a les femmes qui perdent les os à 7 mois de grossesse, à partir des 34 semaines de grossesse, 33 semaines de grossesse. Elles peuvent perdre les os. Les causes sont nombreuses. Elles peuvent perdre les os. Voilà. Si elles perdent les os, généralement, une femme qui perd les os à 34 semaines, on va essayer de faire une maturation pulmonaire. Ça avait le Célestin. C'est une injection qu'on fait qui permet de faire la maturation de l'enfant parce que l'enfant, naturellement, la maturation pulmonaire est faite naturellement dans le ventre. Après 34 semaines, l'enfant est déjà mature. Il a une maturation pulmonaire au top. Et quand c'est après les 7 mois comme ça, là, quand il y a rupture des os comme ça, on pense d'abord à faire la maturation pulmonaire comme ça, même si l'enfant soit à 34 semaines, il n'a pas de problème. Voilà. Quand il perd les os, ça peut être un traumatisme, un accident, ça peut être aussi un problème d'hypertension qui va entraîner l'éclampsie. Ça peut être aussi un diabète sur grossesse. Voilà, tous ces signes-là, c'est toujours lié en fait. Bon, ça peut aussi une placentaire. Ça veut dire que l'HPI, là, c'est quand le placenta se décolle de la paroi utérine avant le terme de la grossesse ou bien avant le début du travail. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire une femme peut-être qui a 36 semaines, 35 semaines, elle peut faire une HPI. C'est-à-dire, ça peut aussi, généralement, c'est dû au traumatisme. Ça se fait aussi souvent de façon spontanée aussi. C'est-à-dire, de la paroi utérine avant le. Allô, la connexion. Allô, Oui, la connexion déconne connexion un peu. déconne. C'est vrai. Allô, coach, vous nous entendez? On ne vous entendait pas bien. Allô, Fernand? Allô? Allô, Fernand? On a perdu, hein? On l'a perdu. Je l'appelle pour voir.
Allô? Oui, allô, on vous entend maintenant. Allô? Oui. Voilà. Oui, je vous écoute. Allez-y. Allô, je demandais si celle qui a posé la question, je demande si c'est bon ou bien elle voulait d'autres explications par rapport à ça. En temps, la connexion avait bugué, donc je n'ai pas suivi la suite. OK. Vous avez demandé les femmes qui font des accouchements prématurés. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, Allô? oui, c'est ça. Allô? Bon, c'est ce que Oui, je je vous disais entends, c'est que bien ça. pour les accouchements prématurés, on ne peut pas, voilà, on peut pas avoir de cause précise. Il y a plusieurs causes. Voilà, OK, c'est bon? Je dis pour les accouchements prématurés, il y a plusieurs causes. Les accouchements prématurés peuvent être dus à l'hypertension pendant la grossesse, les femmes diabétiques. Voilà, ça peut être aussi dû à une fragilité du col, comme on disait, pour le cerclage, là, une fragilité du col. Une femme qui a un col fragile, si on n'a pas fait de cerclage à temps, elle peut faire une menace d'accouchement prématuré. Et là aussi, ça dépend de comment, au rythme de la dilatation du col. Il y a les femmes qui font les menaces d'accouchement prématuré et puis elles peuvent même aller jusqu'à les 38 semaines. On va leur donner des conduites à tenir, se coucher, soulever les pieds. Il y a les femmes qui font même 1 mois à 2 mois coucher avant d'accoucher parce qu'elles ont fait une menace. Voilà, ça peut être dû aussi à ça. Et ça peut être aussi dû au traumatisme. Voilà. Et le stress de la femme est une grande cause même d'accouchement prématuré. Une femme qui est enceinte, elle est toujours stressée, elle est toujours stressée, elle est toujours stressée. Elle peut faire des accouchements prématurés. Voilà, elle peut faire des accouchements prématurés parce que l'émotion de la femme là agit sur sa grossesse. Voilà, le stress est une cause aussi d'accouchement prématuré. Sinon, il y a les causes vraiment inconnues. Il y a les femmes vraiment bon, elles ne sont pas stressées, elles n'ont pas de diabète, elles ne sont pas hyper tendues, mais font les accouchements prématurés. Ça peut aussi être une cause inconnue qu'on n'a pas détectée. Peut-être quand elle va faire, généralement, quand les femmes font 1 à 2 accouchements prématurés, quand on va investiguer, la prochaine grossesse, on va trouver peut-être que le col est court. Et quand elle va venir peut-être à 22 semaines, on va trouver que le col est déjà court. Voilà, en ce moment, on va faire un cerclage pour anticiper ça, les accouchements prématurés là. Voilà, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, les accouchements prématurés, il y a beaucoup de causes. Et entre autres, celles que j'ai citées tout de suite. Sinon, le stress y est pour beaucoup. Le stress y est pour beaucoup. Il y a les femmes aussi, et ça dépend, il y a les femmes aussi, peut-être les coiffeuses. Les femmes qui se tiennent debout, qui ont les métiers où elles doivent se tenir debout longtemps, où elles doivent s'asseoir longtemps. Voilà. C'est pour ça que même quand les femmes viennent, pour les femmes enceintes viennent pour les consultations prénatales, on cherche à se connaître leur profession. Parce qu'en fonction de leur profession, on va faire un counseling aussi. On va dire que bon, maintenant comme tu es enceinte, il faut diminuer peut-être le temps que tu restes debout, il faut diminuer le temps que tu restes assise. Voilà. Ça peut entraîner les douleurs au niveau du dos. Et si les douleurs au niveau du dos sont intenses, ça peut entraîner des contractions. Et si les contractions sont continues, ne cessent pas, ça peut dilater le col. Voilà. Tout ça va ensemble. Voilà, ce sont les trucs qui sont physiquement enceintes. On va voir que peut-être à un certain âge, à partir de 6 mois, bien de 4 mois, elle ne peut plus trop se tenir debout pour tresser longtemps. Voilà, ça, elle a mal au dos. Pourtant, si elle a très mal au dos, ça peut entraîner les contractions. Et s'il y a les contractions qui ne s'arrêtent pas à un certain moment donné, ça va agir sur le col, dilater le col, elle va faire un accouchement prématuré. C'est ça en fait. Donc, ce sont les choses en fait qui sont liées. Je ne sais pas si vous êtes satisfaite, s'il y a quelque chose que je voudrais que j'ajoute pour poser encore une autre question. Allô? Oui, oui, pour moi, c'est bon. Merci, merci. Je vous en prie. Une autre question. Sabine, tu viens d'arriver, tu aimerais poser une question? Il faut appuyer sur le micro pour ouvrir le micro.
Appuie sur ton micro. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oh, Oui, on t'entend. Oui. Oui, on t'entend. ne regardez pas Ok. peut-être là. J'ai une question. En fait, Non, on voit même pas. D'accord, merci. Bonsoir d'abord tout le monde. Bonsoir, ma Ma chérie. Bonne Bonsoir. arrivée. Oui, Ablamina. En fait, ma question est que pourquoi il y a ces femmes à 2 mois seulement, les accouchements prématurés, là, 2 mois, on demande à faire une intervention. 2 mois de grossesse. À 2 mois de grossesse, parce qu'il y a eu un cas à l'hôpital, bon, où une jeune fille qui était enceinte de 2 mois. Et je ne sais pas si c'est les sages-femmes ou bien les infirmiers qui ont dit que non, on devrait faire une intervention. Et l'intervention même n'a pas marché. Bon, je ne sais pas. C'est ça, je veux savoir pourquoi à 2 mois, on veut intervenir. Est-ce que ce n'était pas une grossesse extra-utérine? Non, c'est que ce n'est Grossesse extra quoi? Voilà. Il y a 2 cas. Une grossesse extra-utérine. Une grossesse qui évolue en dehors de l'utérus. Ça devait être une grossesse extra-utérine. Voilà. Ou ça peut être aussi une intervention en dehors de la grossesse. Ça peut être une appendicectomie. Voilà. Ça peut être une appendicectomie. Sûrement, c'était une grossesse. Oui, on fait une intervention d'appendicectomie chez les femmes enceintes sans problème. Si tu es enceinte et que tu as une appendicite, on va faire une intervention pour l'appendicite. Ça n'a rien, ça ne va même pas entraver ta grossesse. Ta grossesse va évoluer normalement. Ça devrait être une grossesse extra-utérine. D'accord. À 2 mois. Bon, je me disais qu'à 1 mois normalement, les grossesses extra là, normalement, on devrait détecter. Non, ça peut aller même jusqu'à 12 semaines. Hein. Yay! Oui, il y a les femmes qui ne font pas d'échographie précoce. Il y a les femmes qui ne font pas d'échographie précoce. Elles sont enceintes, elles vont dire que non, on commence à peser à 4 mois. Elle a la maison. Elle a la maison. Si elle n'a pas un signe précurseur, elle ne va pas aller à l'hôpital. Oui, il y a beaucoup de... Interrogez même vos copines. Elles vont s'asseoir avec une grossesse à 4 mois. Elle va dire que non, je vais commencer à me peser à 4 mois. Il ne sait pas qu'elle a des saignements. Il ne sait pas quand un liquide coule. Il ne sait pas qu'elle fait la fièvre. En tout cas, un signe qui l'empêche d'être à l'aise, qu'elle va aller à l'hôpital, elle ne va pas aller. Et généralement, les femmes vont aller même jusqu'à 10 à 12 semaines d'aménorrhée. Quand elle va sentir une douleur intense au niveau des fosses iliaques, elle va aller à l'hôpital. Parce qu'une femme à l'âge de procréer, qu'elle vient à l'hôpital, quelle que soit la douleur, quel que soit le mal, on demande quand est-ce qu'elle a vu ses règles. On veut d'abord éliminer la grossesse. À ce moment-là, on va te dire que non, elle est enceinte de 2 mois. Quand c'est comme ça, avec des douleurs pareilles, c'est l'échographie directe. On va faire une échographie pour écarter d'abord une grossesse extra-utérine. Et dans certains cas, on trouve que la trompe a pété, mais si c'est dans la trompe. Parce que les grossesses extra-utérines, ce n'est pas seulement dans la trompe. Il y a les grossesses ovariennes, il y a les grossesses abdominales. Voilà. Il y a les grossesses même qui évoluent même au niveau du col. C'est parce que les grossesses extra-utérines sont les grossesses qui évoluent en dehors de l'utérus. Elles peuvent évoluer dans les ovaires, elles peuvent évoluer dans l'abdomen, elles peuvent évoluer au niveau du col. Voilà. Et généralement, le plus souvent, à 85%, c'est au niveau des trompes. Voilà. Et quand ça traîne, quand ça pète là, quand on fait l'intervention, on est obligé d'enlever la trompe avec. Donc, elle se retrouve avec une trompe et puis le pronostic de l'accouchement, ça diminue un peu, mais ça n'empêche pas les grossesses avec une trompe. Les femmes même, elles ont 2 trompes, mais à chaque fois qu'elles fécondent, c'est avec la même trompe. Ok. Allô? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon, voilà. merci. Sinon, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait sensibiliser sur les femmes. Une femme, dès déjà.
On n'entend plus, hein, la connexion est partie. Oui, on n'entend plus rien. Ok, donc, Donc, c'est bon? apparemment, le temps est arrivé. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est bon. On arrive au Donc, on arrive à terme thème de... de notre Voilà. séminaire. Voilà. Merci beaucoup à la coach, Madame Foué Fernande. Merci beaucoup. Merci On aux va se participantes. retrouver prochainement. Voilà, on va chercher notre thème similaire et puis on va discuter mieux. En tout cas, il y en a. Hein. On va les chercher bien même. D'accord, merci à toutes et bonne soirée. Je vous en prie. Merci à la coach. Au revoir tout le monde. Merci, coach. Merci, bye. Merci. Bye. Bye. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.